Bonjour, nous allons voir maintenant comment comparer plusieurs moyennes, en restant bien sûr dans un domaine essentiellement pragmatique. Pour comprendre ce cours, il faut connaître la notion de variable quantitative et connaître les paramètres descriptifs de la distribution d'une variable quantitative, moyenne, variance, écart type. Il faut surtout avoir suivi le cours sur les principes généraux des tests statistiques, c'est indispensable pour comprendre ce qui va suivre, et il faut avoir suivi aussi l'exposé sur la comparaison des deux moyennes par le test de Student. Alors, pour comparer plusieurs moyennes entre elles, on dispose de deux tests, le test F de Fisher-Stendekor et le test de Kruskal-Wallis. Comme d'habitude, nous allons partir d'un exemple. On cherche dans une étude à comparer les durées de séjour dans plusieurs établissements de réadaptation fonctionnelle de convalescence. Donc ici, 4 établissements ABCD avec 4 moyennes de durée de séjour pour les patients. Et donc la question qui se pose, c'est les moyennes de durée de séjour sont-elles différentes entre ces établissements ? Comme toujours, au début d'un travail de ce type, on pose les hypothèses. Hypothèse nulle, les moyennes sont identiques. Hypothèse alternative, les moyennes sont différentes. Alors, le problème est que dans cette situation, on ne peut pas calculer une différence delta qui serait analysée par un test de Student. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est de comparer 2 à 2 A et B et C, A et C, etc. Mais ici, nous avons un exemple avec seulement 4 groupes. Donc le nombre de comparaisons 2 à 2 peut devenir très grand. Si on appelle K le nombre de groupes, on peut aisément calculer le nombre de comparaisons possibles 2 à 2 qui est de K par K-1 divisé par 2. Ici avec K égale 4, nous avons 6 comparaisons. S'il y avait 6 groupes, on aurait 6 fois 5, 30 divisé par 2, 15 comparaisons 2 à 2. Donc on perçoit qu'il n'est pas très adroit de procéder à toute cette série de comparaisons 2 à 2. Tout d'abord, on perd de la puissance dans chaque test, puisqu'on n'utilise que les données pour chacun des groupes comparés. Et peut-être aussi que ce n'est pas très légitime en pensant au risque de première espèce, au risque d'erreur alpha, qui vous guette si vous multipliez les comparaisons. On a donc envie d'utiliser un test statistique global qui prenne en compte l'ensemble des valeurs observées dans l'étude. Et le premier test qu'on peut utiliser pour cela est le test F de Fisher-Snedecor, qu'on appelle aussi analyse de variance, ou avec l'acronyme anglo-saxon ANOVA pour Analysis of Variance. Alors, on va reprendre notre exemple, mais nous allons le limiter à 3 groupes pour simplifier un peu les calculs qui sont relativement compliqués. Donc nous avons 3 établissements, moyenne de durée de séjour dans le premier, 56,4 jours, moyenne dans le deuxième, B, 57,5 jours, et moyenne de durée de séjour dans l'établissement C, 78,7 jours. Et bien entendu, dans chacun des établissements concernés, il y a une variabilité des durées de séjour, donc on aurait pu calculer une variance pour chacun des établissements. Et si on prend toutes les valeurs confondues de tous les établissements, on aurait pu calculer une variance totale, variance globale pour l'ensemble des établissements de l'étude. Alors maintenant, je requiers toute votre attention pour voir comment on peut décomposer la variance totale de plusieurs séries de valeurs en 2 éléments distincts. Alors ici, je représentais les 3 distributions en verticale et on va considérer que la hauteur de chaque segment représente la variabilité de la distribution, donc la variance de la distribution, et le trait au milieu représente la moyenne. On peut donc représenter ici par la flèche en bleu la variance totale de toutes les observations qui prend en compte toutes les valeurs confondues. Mais si on regarde maintenant les valeurs des moyennes des groupes, on pourrait calculer la variabilité de ces moyennes. Donc calculer une variance entre groupes que j'ai fait figurer ici par la flèche en rouge. Puis enfin, il reste la variabilité propre à chaque groupe. Et on peut donc calculer une sorte de variance moyenne qu'on appelle variance résiduelle. Donc on voit qu'on peut décomposer la variance totale en 2 variances, la variance entre groupes et la variance résiduelle. Reprenons notre jeu des hypothèses et voyons voir ce qui se passe si l'hypothèse nulle H0 est vraie.
Dans ce cas, les moyennes des populations dont sont issus les trois échantillons sont identiques et les quelques différences observées sont dues simplement aux fluctuations d'échantillonnage. Et donc, la variance entre groupes est très faible, si l'hypothèse nulle est vraie. En revanche, la variance résiduelle conserve une valeur correspondant à la moyenne pondérée des variances de chaque groupe. Donc si l'hypothèse nulle H0 est vraie, la variance entre groupes est inférieure ou égale à la variance résiduelle. Alors on a l'habitude de comparer les variances en faisant leur rapport et en comparant la valeur à 1. Donc si l'hypothèse nulle est vraie, le rapport variance entre groupes sur variance résiduelle est inférieur ou égal à 1. Alors maintenant, deuxième hypothèse, si l'hypothèse alternative H1 est vraie, eh bien les moyennes des populations dont sont issus les échantillons diffèrent grandement, donc la variance entre groupes devient très importante et peut dépasser la variance résiduelle. Donc si H1, l'hypothèse alternative, est vraie, la variance entre groupes est supérieure à la variance résiduelle. Et donc le rapport variance entre groupes sur variance résiduelle est supérieur à 1. Et ce que nous venons de faire, tout simplement, c'est poser la statistique f de Fisher-Snedecor. Le paramètre f est égal à la variance entre groupes divisée par la variance résiduelle. Et donc c'est ce rapport, cette valeur f, que nous allons tester par rapport à la valeur 1. Donc si H0 est vrai, f est inférieur ou égal à 1. Si H1 est vrai, f est supérieur à 1. Et vous voyez que nous sommes dans la situation d'une hypothèse alternative unilatérale. Et donc on va voir maintenant comment calculer ces deux variances. Alors tout d'abord la variance entre groupes. Alors ici j'ai fait figurer seulement quelques valeurs des trois groupes pour pas surcharger la diapo. Donc on va appeler petit c le nombre de groupes, ici il y en a 3. Et puis on va appeler N1, N2, N3 les effectifs dans chaque groupe et grand N le total de ces effectifs. On va appeler T1, T2, T3 les totaux des valeurs de chacun des groupes et grand T le total de ces totaux. Et puis enfin un paramètre un tout petit peu plus compliqué, on va calculer pour chaque colonne le carré de son total, pour la première colonne T1 au carré, divisé par l'effectif, T1 au carré sur N1. Et puis au bout de la ligne, eh bien, la somme de ces carrés des totaux divisés par leur effectif. Somme de TI carré sur NI. Et donc là, nous avons maintenant tous les éléments pour calculer la variance entre groupes. La variance entre groupes est égale à la somme des TI carré sur NI, moins le total général au carré divisé par grand N, et tout ça divisé par C-1. Passons maintenant au calcul de la variance résiduelle, mais là, il nous faut les carrés de toutes les valeurs. Il nous faut créer un deuxième tableau où toutes les valeurs sont élevées au carré, ce qui est relativement simple à faire avec un tableur. Donc on va prendre le carré de toutes les valeurs qui sont présentées ici, et donc on peut faire la somme de tous ces carrés qu'on appelle somme des x2. Et maintenant nous avons tous les éléments pour calculer la variance résiduelle. La variance résiduelle est égale à la somme des carrés des valeurs, de toutes les valeurs, moins la somme des TI carrés sur NI que nous avons déjà calculé tout à l'heure. Et le tout divisé par le nombre total des effectifs moins le nombre de groupes, donc N moins C. Et nous allons pouvoir maintenant vous présenter cette épouvantable formule de la statistique F de Fisher-Snedecor, qui est égale au rapport des deux variances que nous venons de calculer. Alors on va s'amuser à faire ce calcul pas à pas. Donc, bien évidemment, vous savez bien que vous ne ferez jamais ce calcul à la main, vous utiliserez les logiciels, mais c'est juste pour vous démontrer le mécanisme de tout cela. Donc on va reprendre notre exemple de durée de séjour dans plusieurs établissements, A, B et C, et là on va prendre la liste de toutes les valeurs qui ont été observées dans l'étude. Premier calcul, les effectifs, NI. 11 patients ont été mesurés dans l'établissement A, 13 patients dans l'établissement B, 12 patients dans l'établissement C. Donc au total, 36 patients. Ensuite, on calcule les totaux des durées de séjour dans chaque établissement. Donc 620, 747, 944, total 2311 jours de durée de séjour. Ensuite, ces fameux TI au carré sur NI. Donc pour le premier établissement A, TI au carré 620 au carré, divisé par 11, ce qui nous fait 34 945. Je vous passe les détails des autres établissements. Et le total donc de ces TI carré sur NI, 152 130.
Et enfin, la somme des carrés des durées de séjour, donc pour l'établissement A, 41 508, etc., avec un total donc de tous les x2, 165 404. Donc calcul de la variance entre groupes, 152 130 moins t au carré 2311 au carré divisé par grand N, 36, le tout divisé par c moins 1. Ce qui nous donne une variance entre groupes de 1888,3. Et pour calculer la variance résiduelle, somme des x au carré 165 404 moins 152 130 divisé par grand N moins C, donc grand N 36 moins 3, ce qui nous donne une variance résiduelle de 402,2. On peut donc calculer tout simplement f, 1888,3 divisé par 402,2, et on trouve 4,7. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que cette valeur de 4,7 est suffisamment éloignée de 1 pour qu'on puisse rejeter l'hypothèse nulle H0? Et donc on va aller regarder dans la table de la loi f de Fisher si la valeur f observée est supérieure à une valeur critique correspondant au seuil de 5%. Le problème, c'est qu'il y a autant de tables f de Fisher que de degrés de liberté pour chacune des deux variances. Donc il faut calculer le degré de liberté de la variance entre groupes, c'est le dénominateur de la variance entre groupes, c'est moins 1, nombre de séries moins 1, et le nombre de degrés de liberté pour la variance résiduelle, le dénominateur, qui est grand N moins C. Je vous ai fait figurer ici une table de f pour une variance à 2 degrés de liberté et l'autre variance à 33 degrés de liberté. Donc la valeur critique correspondant à la probabilité 5% est de 3,3. La valeur de f que nous avions observée étant de 4,7, elle est largement supérieure à 3,3. On peut donc rejeter l'hypothèse nulle, le test est significatif. 4,7 est encore supérieur à 4,4, correspondant à un risque de 2%. Et puisque les tables des livres sont forcément incomplètes, si on veut préciser la valeur du petit p, on peut entrer dans une case de Excel la formule égale 1 moins loi.f.n pour la loi de f, ouvrez la parenthèse, la valeur de f, 4,7, point virgule, le nombre de degrés de liberté de la variance entre groupes, 2, point virgule, le nombre de degrés de liberté de la variance résiduelle, 33, point virgule, et le paramètre vrai, fermez la parenthèse. Et on obtient ainsi la valeur du petit p, 0,016. Alors si vous n'avez pas envie de faire tous ces calculs et que vous disposez d'un logiciel de statistique, bien évidemment, je vous conseille de l'utiliser. Si vous disposez de Stata, donc il faut présenter les données de la façon suivante. Il faut deux colonnes. Il faut une colonne avec toutes les valeurs de la variable qui est étudiée. Ici, la durée de séjour, que j'ai appelée DUR2E. Et puis une deuxième variable, qui est la variable de catégorisation, celle qui définit les groupes, que j'ai appelée ici hôpital. Et donc avec Stata, la syntaxe est extrêmement simple. On écrit OneWay, O-N-E-W-A-Y, le nom de la variable qu'on étudie, ici durée, et à côté le nom de la variable de catégorisation hôpital. Et voici la sortie du logiciel Stata qui vous donne directement donc F 4,7 et la probabilité petit p de 0,016. Alors on peut aussi réaliser tous ces calculs très simplement avec l'utilitaire d'analyse Excel qu'on découvre dans l'onglet Données. Alors l'ennui, c'est que cet utilitaire n'est pas chargé par défaut lors de l'installation d'Excel. Alors si vous ne le voyez pas, sur l'écran principal de Excel, il faut aller chercher les options. Il s'agit ici de la version 2013. Et ensuite, on descend sur l'option complément et vous chargez le fichier Analysis Tool Pack. Donc, une fois qu'on a en place l'utilitaire d'analyse, eh bien on clique dessus, on choisit l'outil du haut, analyse de variance à un facteur. Il faut maintenant choisir les plages où sont consignées les valeurs. Donc, dans cet exemple, les plages A1 à C13. Il faut spécifier aussi une plage de sortie, n'importe laquelle, et on lance. Et on obtient immédiatement l'ensemble du tableau d'analyse de variance avec en bas à droite la valeur de f et le petit p. Alors revenons quand même à notre exemple pour lui donner une conclusion concrète, donc comparaison des durées de séjour dans trois établissements A, B et C. Eh bien on va conclure en disant qu'il existe une différence significative des durées de séjour entre ces trois établissements comparés de façon globale, avec un petit p de 0,016. Alors
Cette conclusion peut paraître un peu frustrante, car si le nombre de groupes comparés n'est pas trop grand, on a bien sûr envie de savoir quel groupe se détache des autres pour expliquer cette différence globale. Si on représente graphiquement ces trois moyennes, avec leurs intervalles de confiance à 95%, on constate à l'évidence que les moyennes A et B sont quasi identiques et que la moyenne C est très différente des deux premières, avec un intervalle de confiance qui lui-même ne recoupe pas les deux autres. Alors, comment tester cette constatation? Alors, maintenant, il est permis de faire des comparaisons 2 à 2 avec un simple test de student, test qui est protégé par le résultat du test F de Snedeker qui était significatif. Alors, je dis protégé car cela veut dire que on ne peut le faire que parce que le test global était significatif. Si le test F n'était pas significatif, eh bien on n'aurait pas le droit de faire ces tests de student 2 à 2. Et dernière chose, pour faire ces tests T de student 2 à 2 protégés, on va utiliser comme variance S2 au dénominateur du test, la variance résiduelle qui était calculée par le test F de Fisher-Snedeker. Alors on va faire ces tests 2 à 2 dans notre exemple. Comparaison de la durée de séjour dans l'hôpital A et dans l'hôpital B. Donc notre test T, 56,4 en moyenne, moins 57,5 jours en moyenne. Tout ceci divisé par racine de variance commune, 402,2 divisé par l'effectif du premier échantillon, plus 402,2 divisé par 13 effectif du second échantillon. Et on trouve 0,13. Il n'y a donc pas de différence significative de la durée de séjour entre les deux hôpitaux A et B. Deuxième test, où on compare l'hôpital A et l'hôpital C, où la moyenne de durée de séjour est de 78,7 jours. On opère pareillement avec l'effectif qui change pour l'hôpital C, et on trouve une valeur de t de 2,65, ce qui correspond à un petit p de 0,015. Et donc, la différence de durée de séjour est statistiquement significative entre l'hôpital A et l'hôpital C. Et enfin, la dernière comparaison entre l'hôpital B et C, et on trouve à nouveau un petit p de 0,015. La différence est significative également entre B et C. Donc maintenant que nous sommes protégés par le test F qui montrait une différence globale significative, on peut affirmer que cette différence est due à l'hôpital C dans lequel les durées de séjour sont nettement plus longues que dans les deux autres. Alors avec Stata, on peut en même temps que le test F demander des comparaisons 2 à 2. Alors en écrivant toujours la même syntaxe, one way, le nom de la variable d'intérêt, puis le nom de la variable de catégorisation, virgule. Alors le mot Bonferroni écrit ici correspond à une correction qui va être apportée au test de comparaison 2 à 2 pour tenir compte du nombre de comparaisons effectuées. Alors des corrections dont je ne vous ai pas présenté les calculs qui sortent du cadre de cet exposé. Donc voici le tableau de sortie de Stata, de comparaison 2 à 2, où l'on voit la valeur 1 pour la comparaison A versus B, donc différence non significative, 0,036 pour A versus C et 0,038 pour B versus C. Donc vous constatez que ces petits p, 0,036 et 0,038, sont toujours inférieurs à 5%, les différences sont significatives, mais ils sont supérieurs à ceux que nous avions calculés avec nos tests T de student non corrigés par la correction de Bonferroni. Donc vous en déduisez que dans certains cas, la correction peut faire qu'on ne puisse pas conclure à une différence significative. Condition d'application d'un test global de Fisher-Snedeker, eh bien les distributions des populations d'où proviennent les échantillons étudiés doivent être normales et de même variance. La plupart des logiciels de statistiques, comme Stata, rajoutent à leur tableau de sortie les résultats d'un test de comparaison des variances des échantillons, le test de Bartlett. Et dans notre exemple, vous voyez que ce test est significatif avec p égale 0,029. Ce qui veut dire que les trois variances des échantillons sont différentes et qu'en principe, on ne pouvait pas utiliser le test de F de Fisher-Snedeker dans cet exemple. Alors que faire lorsque les conditions d'un test F ne sont pas remplies? Eh bien cela nous conduit à l'utilisation du deuxième test possible, le test de Kruskal-Wallis. Et on va voir que ce test non paramétrique est un test qui compare les rangs des valeurs des séries et non plus les valeurs elles-mêmes.
Donc le test des rangs de Kruskal-Wallis est un test servant à comparer plusieurs moyennes en étudiant non pas les valeurs de la variable, mais leur rang. Si on reprend notre exemple, nous avons ici à gauche les valeurs des durées de séjour en jours, et nous avons créé ici à droite les rangs de ces valeurs. Dans la case A1, le chiffre 1 correspond à 19,5 qui est la valeur la plus basse. La deuxième valeur dans la colonne B, numéro 2, correspond à 29,5 qui est la deuxième valeur la plus basse. Lorsqu'on trouve deux valeurs identiques, par exemple dans la colonne C on trouve le nombre 70 deux fois qui correspondrait aux rangs 20 et 21, on donne la moyenne de ces rangs. Donc 20 plus 21 divisé par 2, ce qui nous donne le rang 20,5, etc. L'hypothèse nulle dans un test des rangs de Kruskal-Wallis stipule que les rangs doivent être complètement mélangés entre les séries. Donc chaque série doit comporter un nombre identique de rangs faibles, moyens ou élevés, sous l'hypothèse nulle. Si l'hypothèse nulle est vraie, le rang moyen général, qu'on va appeler grand R, peu importe, doit être égal, et là c'est de l'arithmétique, à grand N plus 1 divisé par 2, grand N étant le nombre d'effectifs total. Et toujours, si H0 est vrai, eh bien la différence delta qui existe entre le rang moyen de chaque série, qu'on va appeler R indice I, et le rang moyen général grand R, doit être nul. Donc si H0 est vrai, différence delta RI moins R doit être égale ou proche de 0. La statistique du test de Kruskal-Wallis s'écrit de la façon suivante, qui n'est pas si compliquée qu'il n'apparaît. Donc somme de NI, les effectifs de chaque groupe, multiplié par RI, les rangs moyens de chaque groupe, moins R au carré, le tout divisé par grand N plus 1 divisé par 12. On démontre que cette statistique de Kruskal-Wallis suit une loi du Qui2 à C-1 degré de liberté, C étant le nombre de groupes comparés. Et donc si l'hypothèse nulle est vraie, eh bien le numérateur RI moins R proche de 0, donc l'ensemble du test KW est égal à 0 ou est très proche de 0. Alors nous allons faire le calcul avec notre exemple. Tout d'abord la somme des rangs de chacun des établissements, donc 168, 196, 302. Ensuite les effectifs, 11, 13 et 12, avec au total 36. Et enfin, les rangs moyens de chacune des séries, RI, 168 divisé par 11, 15,3 pour la colonne A, 15,1 et 25,2. Donc nous avons maintenant tous les éléments pour calculer la statistique de Kruskal-Wallis. Tout d'abord, le rang moyen général, on avait vu, n plus 1 divisé par 2, donc 36 plus 1 divisé par 2, soit 18,5. Et ensuite le calcul du test lui-même, donc premier élément, N1, 11 multiplié par le rang moyen de la série, 15,3, moins le rang moyen général, 18,5, le tout au carré. Je passe sur les détails suivants et on obtient finalement la valeur 7,2 pour notre statistique KW qui suit un Qui2 à C-1 degré de liberté. Donc C-1, le nombre de séries comparées, 3, moins 1, soit 2 degrés de liberté. Donc cette valeur de 7,2 que nous avons trouvée est-elle suffisamment éloignée de 0 pour qu'on puisse rejeter l'hypothèse nulle? Donc on va regarder là une table de Qui2 correspondant à 2 degrés de liberté. Et dans une telle table, on voit que la valeur critique pour 5% est de 5,99. Nous avons donc une valeur de notre test de Kruskal-Wallis supérieure à 5,99. Différence entre les rangs des trois séries est donc significative. On regarde dans la table de Qui2 à 2 degrés de liberté où se trouve la valeur 7,2. Alors toujours pareil, si on veut la valeur précise du petit p qui n'est pas fournie dans la table, on entre dans une case Excel, la formule égale 1 moins loi.qui2.n, parenthèse, la valeur du Qui2, 7,2, point virgule, le nombre de degrés de liberté, 2, point virgule, et le paramètre vrai, fermez la parenthèse. Et on obtient un petit p de 0,027. Si vous ne voulez pas faire ces calculs à la main, vous pouvez utiliser un logiciel comme Stata où la syntaxe est d'écrire Kwallis, K-W-A-2-L-I-S, le nom de la variable d'intérêt, ici durée, virgule, by, entre parenthèses, le nom de la variable de catégorisation. Et voilà la sortie Stata d'un test de Kruskal-Wallis qui vous donne la probabilité, petit p, condition d'application d'un test de Kruskal-Wallis, eh bien les effectifs de chaque échantillon
doivent être supérieurs à 10 et il faut qu'il n'y ait pas trop d'ex-aequo dans les valeurs. La conclusion concrète de cette comparaison effectuée par le test de Kruskal-Wallis est identique à celle du test F de Fischer-Snedecor. On affirme qu'il existe une différence entre les durées de séjour de ces trois hôpitaux. Alors, ce petit p de 0,027 trouvé avec le test de Kruskal-Wallis diffère du petit p qu'on avait trouvé avec le test F. Mais vous vous souvenez que les conditions n'étaient pas remplies pour appliquer ce test. Alors on peut aussi faire des comparaisons 2 à 2 avec des tests de rang protégés par un test global de Kruskal-Wallis, mais ceci sort du cadre de cet exposé. Donc en conclusion, je vous ai présenté deux tests vous permettant de comparer plusieurs moyennes. Tout d'abord un test paramétrique, le test F de Fischer-Snedecor, ou analyse de la variance à 1 degré, et puis un test non paramétrique, le test des rangs de Kruskal-Wallis. Et je vous dis à bientôt. Il existe de très nombreux ouvrages de statistiques, mais je vous ai mis ici les deux bibles en ce qui concerne les statistiques médicales et biologiques. Et je vous mets enfin le lien du site Biostat TGV, site très bien fait, qui vous permet en libre accès d'effectuer très simplement en ligne tous les tests que nous avons vus, y compris les tests non paramétriques, en effectuant un simple coupé-coller des séries des valeurs que vous avez stockées sous Excel.